Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du record du CAC 40, ou plutôt du faux record du CAC 40. Alors, le record n'a pas encore eu lieu, bien entendu, on parle du record atteint par le CAC 40 dans les années 2000, donc plus précisément en l'an 2000, et on avait atteint à l'époque à peu près 6940 points et des brouettes. Donc on a approché ça à peu près à 30 points près. Alors potentiellement on battra ce record, on ne le battra pas, peu importe. En tout cas, ce que peut être sûr, c'est que justement, j'anticipe un petit peu, c'est que quand on va battre ce record, on va avoir tous les journalistes et évidemment tout le monde qui va en parler et vous dire, voilà, le CAC 40 a battu son record de l'an 2000. La problématique qu'il va y avoir avec ça, c'est qu'évidemment la conclusion qui va se faire, c'est dans la tête de la plupart des gens, c'est que tiens, on est en train de me raconter que le CAC 40 est en train de battre son record, son plus haut niveau qu'il avait atteint la dernière fois en l'an 2000. Donc en gros, il s'est passé 21 années où en fait on n'a absolument pas performé. Donc ça se transforme souvent en French bashing, dans l'idée où on dit, bah, quand je vais regarder d'autres indices, comme les indices américains, que je vais regarder le DAX, etc., je vois que eux, ils ont battu ces records de l'an 2000 depuis très longtemps. Les États-Unis, par exemple, ont dépassé ce point haut depuis 2013. Donc ils ont mis 5 années quelque part à se remettre de la crise des subprimes, et ils avaient déjà dépassé ce point haut bien avant cela. Mais nous, donc du coup, quand on va présenter le record du CAC 40, et on semble en faire une fixette, voilà un petit peu l'image qu'on va vous donner, c'est de dire, ben regardez, on est en train de revenir au même niveau auquel on était il y a 21 années. Donc en gros, pendant 21 années, la bourse n'a absolument pas été rentable, ça n'a pas été intéressant d'investir, puisqu'on est à peine revenu au point haut d'il y a 21 ans. Et évidemment, il y a une problématique avec cela. Il y a plusieurs problématiques avec cela, et c'est toujours la même chose quand on compare des patates avec des pommes. On fait des conclusions hâtives, et on n'est pas aidé, je serais tenté de dire, par les médias, voilà, beaucoup de médias qui vont le prendre un petit peu par-dessus la jambe. Ce qu'il faut évidemment, c'est creuser un petit peu plus pour comprendre et mieux comparer les choses. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc ici, par exemple, à l'image, vous avez le DAX. Donc on peut voir le DAX par rapport au point où il était en l'an 2000, donc quasiment aux 8000 points, et aujourd'hui on en est au double. Donc on a doublé. La chose évidemment qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est que tous les indices ne se valent pas. Quand vous prenez le DAX, quand vous prenez le CAC 40, il faut savoir que ce sont des moyennes. Ce sont des moyennes pondérées, donc pour le DAX vous avez 30 valeurs, pour le CAC 40 vous avez 40 valeurs, et on va pondérer ces valeurs-là dans l'indice en fonction de leur capitalisation. Donc globalement, plus une action monte, plus le cours d'une action monte, par rapport à d'autres cours qui ne vont pas autant monter ou qui vont baisser, plus cette action-là va être surpondérée dans l'indice. On a pu le voir notamment dans le luxe, et aujourd'hui, si le CAC 40 se porte aussi bien, c'est notamment grâce aux sociétés du luxe qui, petit à petit, ont été surpondérées dans l'indice, et surtout, on a eu des nouvelles qui ont intégré l'indice et qui sont de plus en plus surpondérées au fur et à mesure où vous avez l'effet momentum. Donc, déjà, comprendre que les indices ne sont pas forcément comparables entre eux, puisque à l'intérieur même de ces indices-là, il n'y a pas forcément les mêmes types de valeurs. Si vous regardez le Nasdaq, par exemple, vous avez 100 sociétés dans le Nasdaq, ce sont 100 sociétés technologiques, avec notamment les GAFAM à l'intérieur. Si vous regardez le S&P, vous avez là aussi une pondération des plus grosses capitalisations, 500 plus grosses capitalisations du marché américain, et qui va intégrer également les GAFAM, etc., qui, au fur et à mesure de leur hausse, ont représenté de plus en plus, jusqu'à représenter aujourd'hui quelque chose entre 30 et 35% du S&P. Donc on comprend également que la hausse du marché de ces dernières années a quand même été très sélective, et on a quand même eu un afflux de capitaux et de flux quasiment sur le même panier de valeurs, donc très restreint. Ce qui fait que, évidemment, lorsque ces valeurs-là seront plus volatiles, bougeront, et ben les indices qui sont surpondérés sur une poignée de valeurs, et ben bougeront également, seront plus volatiles. Mais du coup, revenons un petit peu à nos moutons. Donc le DAX,
Voilà, c'est essentiellement, on le sait, des valeurs industrielles. Le CAC 40 aussi, c'est essentiellement des valeurs industrielles, donc des valeurs, on va dire, value. Également, dans le Dow Jones, on va retrouver ces valeurs value, et donc le Nasdaq plus des valeurs de croissance, etc. Donc là aussi, il faut faire attention, on ne peut pas comparer la performance du CAC 40 avec la performance du Nasdaq, par exemple. C'est pas comparer la même chose. Et aussi, il faut faire la différence entre un indice comme le DAX qui intègre les dividendes, et un indice comme le CAC 40 qui ne les intègre pas. Et c'est là toute la différence, et c'est là où il faut éviter de faire une conclusion hâtive, à comparer le CAC 40 avec le DAX et se dire, putain, les Allemands, ils sont à 1000 lieues au-dessus de nous. Et ça, c'est se donner une mauvaise image, en effet, de quelle est réellement la performance du CAC 40. Il faut savoir que le CAC 40, par exemple, depuis le début de l'année 2021, est l'indice qui performe le plus en Europe, d'une part, et surtout qui bat également les indices américains depuis le début de l'année. Alors vous allez me dire, ok, depuis le début de l'année c'est bien, cocorico, mais depuis 20 ans, les indices américains sont clairement en tête des performances. Ce qui va nous intéresser ici, c'est que lorsqu'on parle des dividendes, on va faire un deuxième raccourci, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dire, ok, c'est très bien, le CAC 40 est en train de battre un record depuis 2000, mais si on regarde le CAC 40 avec les dividendes, eh ben, on est au même niveau que le DAX, c'est-à-dire qu'on a quasiment fait 1x2, voire on est dans une performance supérieure que le DAX. Et c'est vraiment à noter que le CAC 40 n'a pas à rougir de sa performance, contrairement au premier abord à ce qu'on peut dire quand on regarde le CAC 40 classique. Donc, première chose à dire, c'est si on veut réellement avoir une vue de la performance de la bourse sur les 20 dernières années, il ne faut pas regarder le CAC 40 classique, il faut regarder le CAC 40 avec dividendes et dividendes réinvestis. Et le mot important ici, c'est réinvesti. C'est-à-dire que l'autre raccourci que beaucoup d'intervenants vont faire, c'est qu'ils vont bien vous parler, vous dire il faut prendre le CAC 40 avec les dividendes, mais ils vont conclure en vous disant, eh ben, si on compare la performance du CAC 40, donc sans les dividendes et avec les dividendes, on voit bien que sans les dividendes, on est revenu au point où on était il y a 20 ans, et que donc c'est les dividendes à eux seuls qui ont créé la performance boursière. Donc en gros, investissez dans les dividendes, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça d'intéressant. Ce qu'on oublie, c'est le mot réinvesti. Et donc, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que quand vous avez les dividendes qui vous sont versés, c'est des dividendes qui sont détachés du cours. C'est-à-dire qu'un cours qui était à 10 € va détacher, on va prendre pour l'exemple un dividende de 1 €, le cours va baisser à 9 € et vous recevez votre dividende de 1 €. Donc à l'instant T, le dividende ne crée absolument aucune valeur. Et ça, c'est très important de le comprendre. Le dividende ne crée pas de la valeur. On distribue une part de l'entreprise à l'actionnaire, une part des bénéfices à l'actionnaire. Et ce qu'il faut pour qu'il y ait création de valeur, c'est que le cours de l'action remonte à minima au cours auquel il était avant la distribution de dividendes. C'est-à-dire que on était à 10 €, je distribue 1 € de dividende, donc mon cours baisse à 9 €, puis la société continue d'être performante, continue de croître, continue d'avoir des marges en croissance, continue de faire des profits, et donc on va avoir un cours qui va continuer de s'émanciper et revenir à 10 €. Et là, en effet, le cours est revenu à 10 € et vous avez eu votre euro de dividende. Donc il y a bien eu création de valeur. Mais ce n'est pas le dividende qui vous a créé de la valeur, c'est la capacité de l'entreprise à continuer de croître, et de faire croître ses bénéfices et donc de continuer d'avoir une politique aussi de dividendes. Mais vous pouvez regarder des sociétés qui n'ont pas des politiques de dividendes ou des distributions massives de dividendes, qui elles donc ont une performance des cours qui reste tout à fait honorable et qui peut battre aussi des performances de sociétés qui ont des gros dividendes souvent, mais qu'il faut rapprocher, il faut faire attention. Il peut y avoir des gros dividendes, mais sur des business qui sont d'anciens mastodontes et qui sont plus en mode mammouth et qui ont du mal à se renouveler, qui ont mal à rester créatifs et qui ont du mal à croître. Et donc certes, ils continuent de verser du dividende, mais il y a quand même une destruction de valeur qui se fait. Et il faut faire toujours attention. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est pas le rendement que vous obtenez du dividende, c'est la protection de votre capital. C'est ça pour moi qui est le plus important. Donc c'est le premier écueil auquel il faut faire attention quand on pense dividende. C'est d'une part d'oublier le mot réinvesti, parce qu'il faut bien se dire que ce qui crée réellement la valeur, c'est que si l'euro que vous avez reçu en dividende, vous l'utilisez pour
racheter justement des actions de l'entreprise et donc profiter de la continuité de la montée des cours et donc en ayant augmenté finalement votre capital investi. Et c'est comme ça qu'on va créer de la valeur. Et donc c'est pour ça que si vous voulez réellement voir la performance notamment du CAC 40 à long terme sur les 20 dernières années, il faut prendre le CAC 40 avec dividendes réinvestis. Et là tout de suite on le voit, on voit tout de suite la différence de performance. Et on voit tout de suite que quand on revient sur le DAX, on n'a pas à rougir de la performance du CAC 40 par rapport au DAX notamment. Par rapport aux Américains, là c'est un autre monde, mais il faut intégrer deux choses également. Pour moi, une troisième erreur que l'on fait lorsqu'on compare ce qui n'est pas comparable, c'est qu'on va comparer finalement la performance et les niveaux atteints il y a 20 ans. Les indices ont quand même bien changé en 20 ans, il n'y a plus les mêmes valeurs à l'intérieur, donc il n'y a plus les mêmes pondérations de valeurs à l'intérieur, il n'y a plus les mêmes types de secteurs d'activité. C'est en règle générale toujours très axé value sur le CAC 40 bien entendu, industrie, etc. Mais vous avez voilà, des secteurs d'activité qui ont pris un petit peu plus le penchant. On a vu notamment le luxe ces dernières années, ces 5-6 dernières années, qui a pris de plus en plus une grosse pondération par rapport à des secteurs historiques qui étaient plus les bancaires et on avait également donc les pétrolières. Donc ça également c'est à prendre en compte. Et pourquoi c'est à prendre en compte? Parce que ce qu'il faut bien prendre en compte également, c'est qu'il y a 20 ans, on n'avait pas le même niveau économique, on n'avait pas les mêmes taux aussi, les mêmes taux d'intérêt. C'est-à-dire que quand on compare un niveau de performance, voire des niveaux de valorisation d'il y a 20 ans, il faut bien prendre en compte qu'il y a 20 ans, on était sur des taux à 5, 6, 7% des taux d'intérêt, et aujourd'hui on est sur des taux à 1, 2%, moins de 2% pour les US, et voire on flirte avec le négatif en Europe. Donc ce qu'il faut bien comprendre, voilà, c'est qu'on ne peut pas non plus comparer les niveaux de valorisation qu'on avait atteints en l'an 2000, ou même en 2007, avec les niveaux de valorisation actuels, puisqu'il y a certaines variables qui ont changé. D'une part, les pondérations des indices, et donc on a de plus en plus dans les indices des pondérations de valeurs technologiques, qui donc également sont surtout des sociétés de croissance, qui ne distribuent pas forcément de dividendes, et qui comptablement n'intègrent pas beaucoup également d'actifs nets, puisque la plupart de leurs actifs, c'est de l'humain. C'est du cerveau, c'est de la base de données, c'est de la base de données client, c'est de l'image de marque, etc. C'est des choses aujourd'hui qui comptablement ne s'intègrent pas nécessairement. Alors, il y en a certaines choses qui s'intègrent, mais pas tout s'intègre, pas tout se valorise de la même manière qu'on peut valoriser une flotte de véhicules, une usine et ce genre de choses. Donc, quand on regarde des niveaux de valorisation, on a tendance à dire que en fonction de l'actif, certaines valeurs sont survalorisées alors qu'elles ne sont pas réellement. C'est juste notre façon de calculer les choses, notre façon de voir les choses qui est datée et qui devrait s'adapter au monde nouveau, qui est un monde digital où l'actif, ça devient, on a une grosse part de l'actif qui est finalement de l'humain, de la capacité créative, de la capacité de conserver ses cerveaux, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose à intégrer dans les valorisations, et c'est pas que des chiffres que l'on va trouver dans le bilan comptable et dans le compte de résultats. Donc là, voilà, aussi, vous voyez, il faut tirer beaucoup plus la pelote de laine, parce qu'évidemment, la seconde idée, une fois qu'on a dit on a battu un record, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils entendent on bat un record, ils ont peur en fait de perdre leur richesse. Donc du coup, c'est pour ça que toutes les personnes qui vous parlent de crack, etc., ça fait cliquer, ça fait des vues, et donc c'est pour ça qu'on en a autant, c'est parce que l'offre répond à la demande. Lorsqu'on est au plus haut, les gens doutent que ça va continuer, veulent se protéger, et donc recherchent de l'information, parce qu'ils se mettent à avoir peur, et donc on va trouver en face, bien entendu, des offres qui vont vous vendre de la peur. Donc ça également, il faut bien prendre en compte les choses comme ça, et bien faire attention à ce qu'on fait. Donc du coup, on vous parlera des survalorisations et de ces choses-là, mais comme je vous ai dit, il faut faire attention de ne pas comparer des niveaux de valorisation actuels avec des niveaux de valorisation d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans, alors que le monde économique n'était pas du tout le même, on n'avait pas le même niveau de taux d'intérêt, et par exemple, si on prend juste cette variable-là, c'est une variable très importante pour pouvoir, de la façon dont on valorise les sociétés, justement, et on projette
les profits futurs pour valoriser la société aujourd'hui. Et donc dans un monde de taux bas et qui potentiellement, alors ils remonteront ou ils baisseront, ça aussi ça va être une variable d'ajustement, mais on est sur des cycles longs. Donc ce qui est important également, quand on se pose cette question-là, c'est est-ce que les marchés sont trop hauts? Donc ce qui nous intéresse quand on parle niveau de valorisation, survalorisation, etc., c'est également de comparer ce qui est comparable, donc de bien prendre en compte que, voilà, il y a 20 ans, les indices n'étaient pas forcément avec les mêmes pondérations, qu'il n'y avait pas forcément les mêmes taux, etc., donc ça n'impactait pas forcément les indices de la même manière, parce qu'ils avaient des pondérations plus value, des pondérations plus croissance, et donc ce qu'il faut regarder également, c'est selon divers ratios, ici je vous en ai mis 4, de regarder les pays. Ici, l'idée n'est pas vraiment de rentrer dans les détails, mais c'est de bien prendre en compte ce qu'il faut comparer. C'est-à-dire que, bon, ici, vous avez les points noirs qui sont les niveaux actuels de valorisation par rapport au ratio en question. Les barres orangées, c'est en gros la médiane historique. Donc c'est là où vous pouvez se trouver. Donc on voit tout de suite d'un seul coup d'œil qu'il y a certains pays en effet qui sont survalorisés par rapport à leur moyenne historique. Et après vous avez les points orange qui sont les extrêmes qui ont été atteints dans différentes périodes, dans différents cycles, à la hausse et à la baisse. Donc du coup ce que vous vous rendez compte c'est que vous avez un certain nombre de pays en effet qui sont plutôt sur la partie haute de valorisation. Mais vous avez encore certains pays qui, on ne peut pas encore parler de survalorisation. Vous avez donc différents éléments et vous avez notamment les price to book, donc le prix sur capitaux propres. Et là, tout de suite, vous allez vous rendre compte que, mis à part quelques pays, on n'est pas sur des survalorisations lorsqu'on prend juste le price to book. Mais après, ce qu'il faut bien comparer, c'est que vous ne pouvez pas comparer des pays entre eux. Vous ne pouvez pas vous dire les capitaux, donc la France est super est sous-valorisée par rapport aux US, la Russie est sous-valorisée, vous avez également des risques politiques, vous avez un certain nombre de risques qui rentrent en ligne de compte, que vous avez des pays et qui peuvent rester sous-valorisés en effet pendant de nombreuses années, juste parce que ça manque de flux. C'est sous-valorisé en effet. Donc d'un point de vue business, d'un point de vue investisseur, c'est intéressant, mais il y a un risque X ou Y qui fait que le marché n'attire pas suffisamment de flux entrants. Et les flux, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire vous avez beau avoir des sociétés sous-valorisées, s'il n'y a pas d'argent et s'il n'y a personne pour les acheter, les cours ne monteront pas. Donc à la fin de la journée, on a quand même besoin également de flux entrants, et pas juste la sous-valorisation ne suffit pas. Et donc c'est là aussi qu'il faut intégrer ce genre de choses. Deuxième chose qu'il faut intégrer, c'est donc comme je vous ai dit, les pondérations des indices. Quand vous regardez un price to book qui va donc prendre les capitaux propres, l'actif, et calculer un petit peu la survalorisation par rapport à un actif net, et bien forcément les valeurs de croissance, tout de suite on va gommer et on va faire une erreur là-dessus, c'est parce qu'on a de plus en plus de valeurs de croissance à l'intérieur d'un indice comme le S&P, et donc du coup le price to book du S&P peut ressortir en effet assez élevé, mais parce que vous avez énormément de valeurs de croissance qui ont forcément un price to book élevé puisqu'ils ont très peu d'actifs dans les calculs comptables que l'on fait à aujourd'hui, dans les normes comptables que l'on a aujourd'hui, puisqu'on n'intègre pas, comme je vous ai dit, les cerveaux, les bases de données, les bases clients, le marketing, qui sont des compétences et qui font le succès aujourd'hui de certaines entreprises, et sans ça, c'est ça leur moat, comme dirait Buffett, c'est ça finalement leur avantage concurrentiel. Et pour autant, on ne va pas intégrer ça de la même manière et calculer ça comme un actif, comme une flotte de véhicules, une usine, etc., comme j'ai pu vous dire plus tôt. Donc du coup, c'est là aussi où il faut faire très attention dans les stats qui sont ressortis, c'est que là aussi, le diable se cache dans le détail. De la même manière que quand tout le monde vous parle de l'inflation, durable, temporaire, etc., le diable se cache dans les détails, de savoir qu'est-ce qui est intégré dans cette inflation pour savoir si ces éléments-là qui participent du coup et qui sont pondérés aussi, qui participent à la hausse de l'inflation, sont des éléments durables ou moins durables. Donc c'est là aussi où il faut bien comprendre qu'il faut éviter dans le monde d'aujourd'hui, et encore plus dans le monde où on est abreuvé d'informations en constance, de ne lire que les titres et de prendre juste l'information primaire, puisque le diable est dans les détails et qu'il faut creuser, parce que si vous ne lisez que l'information primaire, c'est très certainement une information qui va vous mener à une erreur de jugement. Voilà ce que je voulais vous dire dans la vidéo, donc sur la base de très certainement tout le monde qui va parler de ce record, et sur le fait qu'il faut qu'on tire un petit peu plus la pelote de laine justement pour comparer ce qui est vraiment comparable. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas
à la liker, à la partager également avec d'autres investisseurs et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous y retrouve avec plaisir. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!